Paris, automne 1929. La crise économique frappe de plein fouet la capitale française. Dans ce climat de désespoir, 5 ouvriers du bâtiment disparaissent mystérieusement d'un chantier dans le 16e arrondissement. Leurs familles les cherchent désespérément. La police enquête, mais aucune trace, aucun indice, comme s'ils s'étaient volatilisés. 65 ans plus tard, en 1994, des ouvriers rénovent un vieux garage à Belleville. Leur pioche heurte quelque chose de dur dans le sol en béton. Ce qu'ils découvrent va bouleverser l'histoire de ces 5 hommes et révéler un secret que certains ont voulu enterrer à jamais. 5 squelettes, des outils de construction rouillés, et une lettre qui révèle une vérité terrifiante sur ce que l'élite était prête à faire pour protéger ses secrets pendant la Grande Dépression. Comment 5 travailleurs honnêtes ont-ils pu disparaître sans laisser de traces? Et pourquoi leurs corps ont-ils été retrouvés dans un lieu si éloigné de leur dernier chantier connu? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre cette tragédie, il faut d'abord saisir l'atmosphère de Paris en cette fin d'année 1929. Le krach de Wall Street du 24 octobre a envoyé des ondes de choc à travers l'Europe. En France, les conséquences se font déjà sentir. Les commandes se raréfient, les entreprises ferment, et dans le secteur du bâtiment, le travail devient de plus en plus précaire. Modeste Larousse, 45 ans, connaît bien cette réalité. Depuis 20 ans, il dirige une petite équipe d'ouvriers spécialisés dans la rénovation de demeures bourgeoises. Homme de grande stature, aux mains calleuses et au regard franc, Modeste jouit d'une réputation irréprochable dans le milieu. Les propriétaires le recommandent, les ouvriers le respectent. Sa femme Marguerite et leurs 3 enfants vivent modestement mais dignement dans un petit appartement de Belleville. L'équipe de Modeste se compose de 4 hommes de confiance. Henri Fontaine, 38 ans, carpentier de formation, possède une précision remarquable dans son travail. Père de 2 filles, il économise chaque franc pour leur offrir une éducation décente. Claude Mercier, le plus jeune à 29 ans, compense son manque d'expérience par un enthousiasme débordant et une force physique impressionnante. André Leblanc, 42 ans, maîtrise l'électricité comme peu d'hommes de son époque, une compétence qui lui vaut d'être très demandée. Enfin, Marcel Gagnon, 35 ans, homme à tout faire dévoué, s'occupe de sa mère veuve et de ses 2 jeunes frères. Ensemble, ils forment plus qu'une équipe de travail. Une véritable famille. Ils partagent leurs repas sur les chantiers, s'entraident lors des difficultés financières et leurs épouses se sont liées d'amitié. Dans un monde où la concurrence fait rage, cette solidarité constitue leur force. Le 16e arrondissement, théâtre de leur dernier chantier, contraste violemment avec leur quartier d'origine. Ici, les hôtels particuliers côtoient des immeubles haussmanniens et la richesse s'affiche sans retenue. Les rues larges et arborées, les façades immaculées, les domestiques en livrée rappellent constamment la distance sociale qui sépare les ouvriers de leurs employeurs. Édouard Deschamps, 52 ans, propriétaire d'une florissante entreprise de construction, incarne parfaitement cette bourgeoisie parisienne. Héritier d'une fortune familiale, il a su diversifier ses investissements et résister aux premiers soubresauts de la crise. Homme élégant, aux manières raffinées, il traite ses ouvriers avec une politesse distante, comme on s'adresse à des domestiques compétents mais interchangeables. C'est lui qui a confié à l'équipe de Modeste la rénovation complète d'un hôtel particulier avenue Foch. La demeure, acquise récemment par l'un de ses clients, nécessite des travaux considérables, réfection de la plomberie, modernisation de l'installation électrique, restauration des boiseries et consolidation de certaines structures. Un chantier qui devrait durer plusieurs mois et garantir du travail pendant tout l'hiver. Le contrat, signé le 15 octobre 1929, prévoit un paiement échelonné et une prime de fin de chantier. Pour les 5 hommes, c'est une aubaine inespérée en ces temps difficiles. Leurs familles peuvent enfin envisager l'avenir avec moins d'anxiété.
Pourtant, dès les premiers jours de novembre, une atmosphère étrange s'installe sur le chantier. La demeure semble porter en elle les secrets de ses anciens occupants. Les domestiques du quartier murmurent des histoires sur l'ancien propriétaire, un industriel excentrique mort sans héritier direct. Certains prétendent qu'il cachait sa fortune quelque part dans la maison, terrorisé par les fluctuations économiques. Ces rumeurs amusent d'abord les ouvriers, habitués aux légendes qui entourent les vieilles demeures parisiennes. Mais plus ils avancent dans les travaux, plus certains détails les intriguent. Des espaces murés sans raison apparente, des canalisations qui contournent bizarrement certaines zones, des fondations plus profondes que nécessaires. Le matin du 23 novembre 1929 se lève gris et froid sur Paris. Un épais brouillard flotte sur la Seine, et les premières gelées rendent les rues glissantes. Modeste Larousse quitte son domicile de Belleville à 6 heures précises, comme chaque matin depuis le début du chantier. Sa femme Marguerite lui prépare un encas copieux, sachant que la journée sera longue et fatigante. Sur le chantier avenue Foch, l'équipe se retrouve à 7h30. Henri Fontaine arrive le premier, suivi de près par André Leblanc. Claude Mercier et Marcel Gagnon apparaissent ensemble, ayant fait route commune depuis Montmartre, où ils logent tous deux. L'ambiance est plutôt bonne, malgré le froid. Les travaux avancent bien et Deschamps s'est montré satisfait lors de sa dernière visite. Cette journée doit être consacrée à la démolition d'une cloison dans la cave, afin d'agrandir l'espace de stockage. C'est un travail physique et salissant, mais nécessaire selon les plans de rénovation. Vers 8 heures, après avoir préparé leurs outils, les 5 hommes descendent dans les sous-sols de la demeure. La cave, voûtée et humide, s'étend sur toute la surface de la maison. Des piliers en pierre soutiennent le plafond, et de nombreux recoins sombres abritent les anciens stocks du propriétaire, du vin, des conserves, des meubles couverts de draps. L'odeur de moisie et de terre humide prend à la gorge. La cloison à démolir se trouve dans la partie la plus reculée de la cave, près de ce qui semble être d'anciennes fondations. Construite en briques et mortier, elle paraît plus récente que le reste de la structure. Modeste examine attentivement les jointures et remarque que certaines briques ont été posées de manière différente, comme si cette cloison avait été édifiée en plusieurs fois. Vers 10 heures, alors que Henri manie la masse avec vigueur, un bruit métallique résonne dans la cave. Quelque chose de dur vient de tomber derrière la cloison, partiellement démolie. Les 5 hommes s'arrêtent et tendent l'oreille. Le silence qui suit est troublant, presque inquiétant. Claude, le plus curieux, se faufile par l'ouverture pratiquée dans la cloison et pousse un cri d'étonnement. Derrière le mur, un espace d'environ 3 mètres carrés a été aménagé. Et dans cet espace, soigneusement disposé, se trouvent des objets qui vont changer le cours de leur existence. Des barres d'or, plusieurs dizaines, alignées comme des lingots dans une banque. À côté, des écrins de velours contenant des bijoux somptueux, colliers de perles, bagues serties de diamants, broches en or et pierres précieuses, et des liasses de billets de banque, soigneusement attachés et protégés de l'humidité par une toile cirée. Le silence qui suit la découverte semble durer une éternité. Les 5 hommes se regardent, conscients de l'importance de ce qu'ils viennent de trouver. Cette fortune représente plusieurs années de salaire pour chacun d'eux, peut-être même de quoi assurer l'avenir de leur famille pour le reste de leur vie. Modeste, en homme responsable, prend rapidement une décision. Il faut refermer l'ouverture et réfléchir calmement à la situation. Après tout, ce trésor ne leur appartient pas, même si son propriétaire légitime est décédé. Mais qui sont les véritables héritiers? Et comment expliquer qu'une telle fortune soit restée cachée dans les sous-sols? À midi, les 5 hommes remontent pour leur pause déjeuner. Ils s'installent dans la cuisine de service, mais l'atmosphère a changé. Chacun réfléchit aux implications de leur découverte. Claude, le plus jeune, laisse échapper quelques mots sur ce qu'il pourrait faire avec une telle somme. Henri, plus pragmatique, s'inquiète des conséquences légales. Marcel pense à sa mère et à ses frères qui pourraient enfin vivre décemment. Vers 14 heures, Édouard Deschamps fait une visite surprise sur le chantier. Il descend dans la cave pour vérifier l'avancement des travaux et remarque immédiatement que la cloison n'est qu'à moitié démolie.
Modeste explique qu'ils ont rencontré quelques difficultés techniques et qu'ils préfèrent procéder avec prudence. Deschamps examine attentivement les débris et semble troublé par quelque chose. Il pose des questions précises sur l'état de la cloison, sa composition, les outils utilisés. Son comportement, habituellement détendu, devient tendu et méfiant. Il annonce qu'il reviendra le lendemain matin pour faire le point sur l'avancement général. En fin d'après-midi, après le départ de Deschamps, Modeste réunit son équipe. La situation devient délicate. Il est évident que leur employeur connaît l'existence du trésor, ou du moins en soupçonne la présence. Sa réaction prouve qu'il n'était pas au courant de leur découverte, mais ses questions insistantes suggèrent qu'il sait quelque chose. Henri propose de tout remettre en place et de faire comme s'il n'avait rien vu. André suggère au contraire de prévenir immédiatement les autorités. Claude penche pour garder le secret et négocier avec Deschamps. Marcel reste silencieux, visiblement troublé par l'ampleur de la situation. Modeste tranche. Ils vont terminer proprement leur journée de travail, puis se retrouver le soir même pour décider ensemble de la marche à suivre. Ils ont découvert ce trésor ensemble. Ils assumeront ensemble les conséquences de leurs actes. À 18h, les 5 hommes quittent le chantier comme d'habitude. Henri salue le gardien de l'immeuble voisin qui le connaît bien maintenant. Claude lance une plaisanterie à la marchande de journaux du coin de la rue. Marcel achète du pain pour sa famille. Rien dans leur comportement ne trahit l'extraordinaire secret qu'ils portent. Ils se donnent rendez-vous à 20h dans un petit café de Belleville, loin du chantier et des oreilles indiscrètes. Chacun rentre chez lui pour dîner avec sa famille, sans rien révéler de leur découverte. Pour leurs épouses et leurs enfants, c'est une journée de travail comme les autres. 20h arrive, puis 20h15, 20h30. Au café de Belleville, aucun des 5 hommes ne se présente au rendez-vous. Les chaises restent vides, les verres ne sont pas commandés. Un silence inquiétant plane sur cette absence inexpliquée. Le lendemain matin, 24 novembre, leurs épouses commencent à s'inquiéter. Modeste n'est pas rentré dormir, pas plus que Henri, Claude, André ou Marcel. Aucun d'eux n'a donné signe de vie depuis leur départ du chantier la veille au soir. Marguerite Larousse se rend avenue Foch vers 9h. Le chantier est fermé, aucun ouvrier en vue. Le gardien de l'immeuble voisin confirme avoir vu les 5 hommes partir ensemble vers 18h15, mais ne sait rien de plus. Deschamps, contacté dans la matinée, se montre surpris et contrarié par cette absence non justifiée. Commence alors une enquête qui va durer des mois, mobiliser plusieurs inspecteurs de police et ne déboucher sur aucune piste sérieuse. Les 5 ouvriers du bâtiment semblent s'être volatilisés dans la nuit parisienne, emportant avec eux le secret de leur découverte. Les semaines qui suivent, le 23 novembre 1929, plongent 5 familles dans un cauchemar sans nom. Marguerite Larousse, femme forte habituée aux difficultés de la vie ouvrière, se trouve soudain confrontée à une situation qui dépasse son entendement. Son mari, homme de routine et de responsabilité, n'a jamais disparu une seule nuit sans prévenir. L'enquête policière, menée par l'inspecteur Gaston Moretti du commissariat du 16e arrondissement, suit les procédures habituelles de l'époque. Les témoignages sont recueillis, les derniers déplacements reconstitués, les contacts interrogés. Édouard Deschamps se montre coopératif mais distant, affirmant ne rien savoir des projets de ses ouvriers après leur départ du chantier. La piste du café de Belleville est rapidement explorée. Le patron confirme que les 5 hommes avaient effectivement réservé une table pour 20h le 23 novembre, mais qu'aucun ne s'est présenté. Les habitués du quartier, interrogés un par un, n'ont remarqué aucun comportement suspect dans les environs. Une théorie émerge rapidement dans l'esprit des enquêteurs. Les 5 hommes auraient pu décider ensemble de quitter Paris pour chercher du travail ailleurs. La crise économique pousse de nombreux ouvriers à tenter leur chance dans d'autres régions, parfois sans prévenir leur famille pour éviter les adieux déchirants. Cette hypothèse rassure momentanément les autorités, moins enclines à investir des moyens importants dans la recherche d'ouvriers présumés volontairement disparus. Mais les épouses refusent cette explication. Elles connaissent leurs maris, leurs habitudes,
leurs préoccupations. Jamais Modeste n'aurait abandonné Marguerite et leurs enfants sans un mot d'explication. Henri parlait constamment de l'avenir de ses filles et économisait chaque centime pour leur éducation. Claude, malgré sa jeunesse, était profondément attaché à sa fiancée. André avait des projets précis pour développer son activité d'électricien. Marcel ne pouvait concevoir de laisser sa mère veuve et ses jeunes frères sans soutien. Les mois passent, et l'absence se transforme en deuil sans corps. Marguerite fait face avec dignité, travaillant comme couturière pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ses économies s'amenuisent rapidement, et elle doit déménager dans un logement plus modeste rue de la Roquette. Ses voisins l'aident comme ils peuvent, mais la solidarité ouvrière a ses limites en temps de crise. Les enfants, Larousse, Paul 14 ans, Marie 12 ans et Petit Jean 8 ans, vivent cette épreuve chacun à sa manière. Paul, l'aîné, tente de remplacer son père et trouve un emploi de coursier après l'école. Marie s'occupe du ménage et de son petit frère. Jean, trop jeune pour comprendre, demande régulièrement quand papa va rentrer, brisant le cœur de sa mère à chaque fois. La famille Fontaine connaît des difficultés similaires. Élise Fontaine, femme courageuse mais fragile de santé, s'épuise entre son travail de blanchisseuse et l'éducation de ses deux filles. Suzanne, l'aînée de 15 ans, doit renoncer à ses études pour aider sa mère. La petite Lucienne, 11 ans, développe des troubles du sommeil et refuse de jouer avec les autres enfants. Claude Mercier laisse derrière lui sa fiancée Amélie, qui attend leur mariage prévu pour le printemps suivant. La jeune femme refuse longtemps d'accepter la réalité et continue de préparer son trousseau, espérant contre toute logique le retour de son bien-aimé. Ce n'est qu'en 1932 qu'elle acceptera finalement d'épouser un autre homme, sans jamais oublier complètement son premier amour. La mère d'André Leblanc, Célestine, femme pieuse et résignée, trouve dans la religion la force de supporter l'épreuve. Elle prie chaque jour pour l'âme de son fils et organise des messes pour son repos éternel, bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé. Sa foi inébranlable impressionne et réconforte les autres familles dans les moments les plus sombres. Quant à la famille Gagnon, elle sombre rapidement dans la misère. La mère de Marcel, Berthe, femme usée par le veuvage précoce et les difficultés financières, ne survit pas au choc de la disparition de son fils aîné. Elle s'éteint en février 1930, officiellement d'une pneumonie. Mais chacun sait que le chagrin a accéléré sa fin. Ses deux fils cadets, Lucien 16 ans et Georges 14 ans, se retrouvent orphelins et sont placés dans un orphelinat de la banlieue parisienne. Au fil des années, l'affaire des 5 ouvriers disparaît progressivement des mémoires officielles. D'autres drames frappent la France. La crise s'aggrave, le chômage explose, les tensions politiques s'exacerbent. Dans ce contexte, le sort de 5 travailleurs anonymes paraît dérisoire aux autorités. Pourtant, dans les quartiers populaires de Paris, leur histoire continue de circuler. Les anciens du bâtiment racontent à leurs apprentis l'étrange disparition de l'équipe de Modeste Larousse. Certains évoquent des règlements de compte liés aux conditions de travail de plus en plus dures. D'autres murmurent des histoires de découvertes compromettantes sur les chantiers de la bourgeoisie parisienne. Édouard Deschamps, de son côté, termine les travaux de l'hôtel particulier avec une nouvelle équipe d'ouvriers. Il ne fait plus jamais appel aux services de petites entreprises familiales, préférant désormais traiter avec des sociétés plus importantes et anonymes. Sa carrière prospère malgré la crise et il investit massivement dans l'immobilier pendant que les prix s'effondrent. La cave de la demeure avenue Foch est entièrement réaménagée selon les plans initiaux. La mystérieuse cloison est définitivement abattue, l'espace rationalisé et modernisé. Rien ne subsiste de l'ancienne configuration qui avait révélé le secret enfoui. Les nouveaux propriétaires, un couple de banquiers enrichis par la spéculation, ne se doutent de rien. En 1936, soit 7 ans après la disparition, l'État français promulgue une loi permettant de déclarer officiellement décédées les personnes disparues depuis plus de 5 ans. Les familles peuvent enfin faire leur deuil légalement et toucher d'éventuelles pensions. Marguerite demande et obtient un certificat de décès pour son époux. Ses enfants peuvent enfin porter le deuil officiellement.
Cette reconnaissance administrative n'apporte cependant aucune réponse aux questions qui continuent de hanter les proches. Que s'est-il réellement passé le soir du 23 novembre 1929 ? Pourquoi 5 hommes responsables et attachés à leur famille ont-ils brutalement disparu ? Et surtout, pourquoi aucun corps, aucun indice, aucune trace n'a jamais été retrouvé ? La Seconde Guerre mondiale vient bientôt bouleverser l'Europe et reléguer définitivement cette affaire aux oubliettes de l'histoire. L'occupation, la résistance, la libération effacent les dernières traces du mystère dans la mémoire collective. Les enfants des disparus grandissent, se marient, fondent leur propre famille, sans jamais connaître la vérité sur le sort de leur père. 54 ans se sont écoulés depuis cette nuit de novembre 1929. Paris a changé, s'est modernisé, a pansé ses plaies de guerre. Le quartier de Belleville, autrefois exclusivement ouvrier, connaît une gentrification progressive qui chasse les anciennes familles vers la banlieue. C'est dans ce contexte que débute, en avril 1994, la rénovation d'un ancien garage automobile situé rue de la Mare. Le bâtiment, construit dans les années 20, a servi successivement d'atelier de réparation, d'entrepôt, puis de local associatif avant d'être abandonné depuis une dizaine d'années. L'entreprise Baticon, spécialisée dans la réhabilitation de locaux industriels, a remporté le marché de transformation de cet espace en loft résidentiel. Le projet, ambitieux pour l'époque, s'inscrit dans la politique municipale de requalification urbaine des anciens quartiers populaires. Jacques Lemoine, contremaître de 52 ans, dirige l'équipe de démolition. Homme expérimenté, il a participé à de nombreux chantiers de rénovation dans la capitale et connaît les surprises que peuvent réserver les vieux bâtiments parisiens. Canalisation oubliée, structures non conformes, vestiges de constructions antérieures, rien ne l'étonne plus. Le 15 avril au matin, ces ouvriers s'attaquent au sol en béton du garage pour creuser les fondations d'un nouveau plancher. Le béton, visiblement coulé de manière artisanale, se révèle plus résistant que prévu. Les marteaux-piqueurs peinent à entamer cette surface irrégulière et particulièrement épaisse. Vers 10h30, Didier Moreau, jeune ouvrier de 28 ans, remarque une zone où le béton sonne creux sous les coups. Il signale cette anomalie à Jacques, qui décide d'approfondir les investigations. Ensemble, ils délimitent une surface rectangulaire d'environ 4 mètres sur 3, où la sonorité diffère nettement du reste du sol. La découverte de ce vide intrigue Philippe Durand, l'architecte responsable du projet. Les plans d'origine du garage ne mentionnent aucune cave ni aucun aménagement souterrain. Cette cavité pourrait compromettre la stabilité de la future construction et nécessite donc une exploration approfondie. L'après-midi du même jour, l'équipe concentre ses efforts sur cette zone suspecte. Le béton cède progressivement sous les assauts répétés des outils pneumatiques. Vers 15 heures, une fissure importante apparaît, révélant l'existence d'un espace vide en dessous. Didier, le plus mince de l'équipe, est chargé de l'exploration préliminaire. Équipé d'une lampe torche puissante, il se glisse par l'ouverture pratiquée dans le béton et découvre une cavité artificielle d'environ 2 mètres de hauteur. L'air, confiné depuis des décennies, exhale une odeur de terre humide et de décomposition qui le fait immédiatement reculer. Jacques descend à son tour et balaye méthodiquement l'espace avec sa lampe. Ce qu'il découvre le laisse sans voix. Dans un coin de cette cache souterraine, 5 squelettes humains sont disposés côte à côte dans ce qui ressemble à une sépulture improvisée. Des lambeaux de vêtements, rongés par le temps et l'humidité, adhèrent encore aux ossements. Mais ce qui frappe le plus le contremaître expérimenté, c'est la présence d'outils de construction éparpillés autour des corps. Marteaux, truelles, niveaux à bulles, scies, tout un arsenal d'instruments de travail datant visiblement des années 20 ou 30. Certains portent encore des initiales gravées dans le métal, une pratique courante chez les artisans de l'époque pour éviter les vols sur les chantiers. Une intuition terrible s'empare de Jacques. Ces hommes étaient des ouvriers, probablement morts dans des circonstances violentes, si l'on en juge par la façon dont ils ont été enterrés. Leurs outils les ont accompagnés dans cette tombe clandestine, comme s'il s'agissait d'un message ou d'un symbole.
Mais la découverte la plus troublante reste à venir. Glissé sous l'un des squelettes, Jacques distingue les restes d'une enveloppe en papier kraft. Malgré l'humidité et le passage des décennies, quelque chose semble avoir résisté à l'intérieur. Avec des précautions infinies, il extrait cet objet de sa cachette mortuelle. L'enveloppe contient plusieurs feuilles de papier, pliées et protégées par une toile cirée artisanale. L'encre, bien que pâlie, demeure lisible. Il s'agit manifestement d'une lettre, rédigée dans l'urgence par une main tremblante. Les premières lignes suffisent à Jacques pour comprendre l'importance de sa découverte. Sans attendre, il remonte à la surface et ordonne l'arrêt immédiat des travaux. Cette affaire dépasse largement le cadre d'un simple chantier de rénovation. Il faut prévenir les autorités et espérer que la justice puisse enfin rendre leur nom à ces 5 victimes. Philippe Durand contacte immédiatement la police du 20e arrondissement. À 16h15, les premiers agents arrivent sur les lieux, suivis 1 heure plus tard par une équipe de la police scientifique et un médecin légiste. Le périmètre est sécurisé, les ouvriers consignés pour témoignage. L'inspecteur Bernard Château, responsable de l'enquête, examine attentivement la scène. L'état des ossements et des objets suggère une mort remontant à plusieurs décennies. Les vêtements décomposés et les outils anciens confirment une datation approximative dans l'entre-deux-guerres. Mais c'est la lettre retrouvée qui va révéler la véritable dimension de cette découverte macabre. Le soir même du 15 avril 1994, dans les bureaux du commissariat du 20e arrondissement, l'inspecteur Bernard Château examine avec minutie la lettre extraite de la tombe clandestine. Le papier, jauni et fragile, porte l'entête d'un hôtel bon marché de Belleville. L'écriture, bien que tremblante, reste parfaitement lisible. « Si quelqu'un trouve cette lettre, c'est que nous sommes morts. Je m'appelle Modeste Larousse, maître maçon, et j'écris ces mots dans notre prison en attendant notre exécution. Mes compagnons Henri Fontaine, Claude Mercier, André Leblanc et Marcel Gagnon sont avec moi. Nous avons découvert un trésor caché dans la cave d'un chantier avenue Foch, et nos employeurs veulent nous faire taire pour toujours. Ces premières lignes suffisent à Château pour comprendre qu'il tient entre ses mains la clé d'un mystère vieux de 65 ans. Il poursuit sa lecture avec une attention croissante, conscient de l'importance historique de ce document. Monsieur Deschamps nous a fait venir ici sous prétexte de discuter de notre découverte. Il nous a enfermés dans cette cave en attendant que ces hommes décident de notre sort. Nous savons que nous ne reverrons jamais nos familles. L'or et les bijoux que nous avons trouvés valent plus que nos vies d'ouvriers. L'inspecteur interrompt sa lecture pour vérifier les archives de police. Effectivement, en novembre 1929, la disparition de 5 ouvriers du bâtiment avait fait l'objet d'une enquête classée sans suite. Les noms mentionnés dans la lettre correspondent exactement aux personnes portées disparues à l'époque. Il reprend le document avec une émotion croissante. La suite révèle des détails terrifiants sur les dernières heures des 5 hommes. Deschamps n'est pas seul dans cette affaire. Il travaille avec d'autres bourgeois qui cachent leur fortune dans leurs propriétés pour échapper aux impôts et aux saisies. Ils ont organisé tout un système pour éliminer les témoins gênants. Nous ne sommes probablement pas leurs premières victimes. Cette révélation ouvre des perspectives nouvelles sur l'affaire. Il ne s'agirait pas d'un crime isolé, mais d'une entreprise criminelle organisée, visant à protéger les intérêts financiers de la haute bourgeoisie parisienne pendant la crise économique. Le lendemain matin, Château constitue une équipe d'enquête spécialisée. Le capitaine Marie Dubois, historienne de formation reconvertie dans la police, est chargé de reconstituer le contexte historique de l'affaire. Sa connaissance approfondie des archives municipales et des registres familiaux s'avère rapidement précieuse. Les premières vérifications confirment l'authenticité de la lettre. Modeste Larousse figure bien dans les registres d'état civil comme maçon domicilié à Belleville. Sa femme Marguerite, décédée en 1968, avait effectivement fait une déposition lors de la disparition de son époux. Les 4 autres noms correspondent également aux personnes recherchées en vain par la police de l'époque. Mais l'enquête révèle également des éléments troublants sur Édouard Deschamps. Cet entrepreneur en bâtiment,
présenté comme respectable dans les archives de l'époque, avait en réalité fait fortune de manière suspecte pendant la crise. Ses biens immobiliers s'étaient considérablement accrus entre 1929 et 1935, période pourtant catastrophique pour le secteur de la construction. Marie Dubois découvre dans les archives notariales que Deschamps avait acquis une dizaine de propriétés à des prix dérisoires entre 1930 et 1935. Ces achats, officiellement financés par des emprunts bancaires, représentaient des sommes considérables pour l'époque. Comment un entrepreneur en difficulté avait-il pu convaincre les banques de lui prêter de tels montants? L'inspection de l'ancien hôtel particulier avenue Foch apporte de nouveaux éléments. L'immeuble, plusieurs fois revendu depuis les années 30, a subi de nombreuses transformations. Mais en examinant attentivement les sous-sols, les experts découvrent les traces d'anciens aménagements dans les murs. Des cavités ont manifestement été murées, puis dissimulées par des revêtements plus récents. Ces découvertes renforcent la crédibilité de la lettre de Modeste Larousse. Tout indique qu'un système organisé de dissimulation de richesses existait effectivement dans certaines propriétés parisiennes de l'époque. Les bourgeois fortunés, terrorisés par la crise et les risques de révolution sociale, avaient développé des stratégies sophistiquées pour protéger leurs avoirs. Parallèlement, l'équipe tente de retrouver les descendants des victimes. Paul Larousse, fils aîné de Modeste, est décédé en 1983, mais sa fille Suzanne vit encore dans la région parisienne. Âgée de 79 ans, elle se souvient parfaitement de la disparition de son grand-père et de l'impact tragique sur sa famille. Grand-maman Marguerite nous parlait souvent de cette histoire, confie-t-elle aux enquêteurs. Elle était persuadée que grand-papa et ses amis avaient découvert quelque chose d'important sur leur chantier. Elle disait toujours qu'ils avaient été tués parce qu'ils en savaient trop. Suzanne apporte des éléments troublants sur l'attitude d'Édouard Deschamps après la disparition. Il est venu voir grand-maman plusieurs fois dans les semaines qui ont suivi. Il prétendait s'inquiéter pour elle et proposait son aide financière. Mais grand-maman se méfiait. Elle trouvait bizarre qu'un bourgeois s'intéresse soudain au sort d'une veuve d'ouvrier. Ces visites de Deschamps, non mentionnées dans le rapport de police de l'époque, suggèrent qu'il cherchait à s'assurer du silence des familles. Peut-être craignait-il que les épouses n'aient été mises dans la confidence par leur mari avant leur disparition. L'enquête s'élargit aux autres victimes. Les descendants d'Henri Fontaine vivent en banlieue parisienne. Lucienne, la fille cadette, devenue aujourd'hui une vieille dame de 93 ans, garde un souvenir douloureux mais précis de cette période. Papa était bizarre les derniers jours avant sa disparition, se rappelle-t-elle. Il parlait beaucoup avec maman le soir, à voix basse, quand nous étions couchés. Une fois, je l'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose d'extraordinaire sur le chantier, mais qu'il fallait réfléchir avant d'agir. Ces témoignages convergent pour confirmer que les 5 ouvriers avaient effectivement fait une découverte importante et qu'ils en avaient parlé à leur famille de manière voilée. Leur disparition n'était donc pas impulsive, mais résultait bien d'une situation qu'ils pressentaient dangereuse. L'investigation prend une tournure nouvelle quand Marie Dubois découvre, dans les archives de la préfecture de police, un dossier classé confidentiel concernant Édouard Deschamps. En 1942, sous l'occupation, il avait été soupçonné de collaboration avec les autorités allemandes dans des affaires de spoliations immobilières. L'enquête avait été étouffée après la libération, probablement grâce à ses relations politiques. Ce dossier révèle un personnage beaucoup plus sombre que ne le laissaient supposer les archives officielles. Deschamps avait apparemment profité de chaque crise majeure pour s'enrichir aux dépens d'autrui. La disparition des 5 ouvriers s'inscrivait dans un schéma comportemental plus large. Le 22 avril 1994, soit une semaine après la découverte des corps, l'enquête de l'inspecteur Château prend une dimension dramatique. Marie Dubois a retrouvé dans les archives familiales des Deschamps un carnet personnel d'Édouard, légué à ses héritiers après sa mort en 1968. Le petit-fils de l'entrepreneur, Antoine Deschamps, aujourd'hui notaire parisien, accepte de collaborer avec la police après avoir pris connaissance des accusations portées contre son grand-père.
Homme intègre de 52 ans, il souhaite que la vérité éclate enfin, même si elle ternit la réputation familiale. Mon grand-père était un homme secret et parfois inquiétant, confie-t-il aux enquêteurs. Dans sa vieillesse, il lui arrivait de tenir des propos incohérents sur des problèmes réglés pendant la crise. Ma grand-mère nous disait de ne pas l'écouter, que c'était la sénilité qui le faisait délirer. Le carnet, rédigé entre 1928 et 1935, constitue une véritable chronique de l'époque vue par un membre de la bourgeoisie parisienne. Les premières pages décrivent les inquiétudes liées à la crise économique et les stratégies développées pour protéger le patrimoine familial. Une entrée datée du 15 octobre 1929 retient particulièrement l'attention des enquêteurs. Nouveau chantier, avenue Foch. Équipe d'ouvriers recommandée, mais il faudra surveiller de près. La cave contient encore les réserves du précédent propriétaire. Espérons qu'ils ne seront pas trop curieux. Cette notation confirme qu'Édouard Deschamps connaissait l'existence du trésor avant même le début des travaux. Il avait manifestement acquis la propriété en sachant qu'elle recelait des richesses dissimulées, probablement révélées par l'ancien propriétaire ou découvertes lors de transactions immobilières complexes. L'entrée du 24 novembre 1929 glace le sang des enquêteurs. Problème résolu définitivement. Les 5 fouineurs ne parleront plus jamais. Germain s'est montré efficace comme toujours. Il faudra attendre quelques mois avant de récupérer le contenu de la cache. Germain, ce prénom apparaît plusieurs fois dans le carnet, toujours dans des contextes troublants. Marie Dubois entreprend des recherches approfondies et découvre que Germain Volant était un ancien militaire reconverti dans la sécurité privée. Officiellement garde du corps et homme de confiance d'Édouard Deschamps, il semble avoir joué un rôle beaucoup plus sombre dans les affaires de son employeur. Les archives militaires révèlent que Volant avait servi pendant la Première Guerre mondiale dans un régiment disciplinaire. Plusieurs rapports le décrivent comme un homme violent, capable des pires extrémités pour accomplir sa mission. Démobilisé en 1919, il avait rapidement trouvé un emploi chez Deschamps, qui appréciait visiblement ses compétences particulières. Une entrée du carnet, datée du 5 décembre 1929, apporte des précisions terrifiantes sur le sort des 5 ouvriers. Germain a choisi l'emplacement avec soin. L'ancien garage de Belleville appartiendra bientôt à notre société et personne n'ira chercher là-bas. Le bétonnage est prévu pour la semaine prochaine. Cette information révèle la préméditation du crime et l'existence d'un véritable plan pour faire disparaître les corps. Deschamps et son complice avaient non seulement assassiné les 5 témoins gênants, mais ils avaient également organisé leur inhumation clandestine dans un lieu qu'ils contrôlaient. L'enquête établit effectivement qu'Édouard Deschamps avait acquis le garage de la rue de la Mare en janvier 1930, soit 2 mois après la disparition des ouvriers. L'acte notarié mentionne des travaux d'aménagement et de consolidation du sol réalisés immédiatement après l'acquisition. Ces travaux consistaient en réalité à couler une dalle de béton pour sceller définitivement la tombe des victimes. Le capitaine Dubois reconstitue minutieusement les dernières heures des 5 hommes. Après leur journée de travail avenue Foch, ils avaient été attirés dans un piège. Deschamps, probablement accompagné de Germain Volant, les avait convaincus de le suivre sous prétexte de négocier au sujet de leur découverte. La lettre de Modeste Larousse précise qu'ils avaient été enfermés dans une cave en attendant leur exécution. Cette cave était probablement celle du garage de Belleville, acquis en prévision du crime. Les assassins avaient eu tout le temps de préparer leur forfait et d'effacer les traces. Une autre entrée du carnet, datée du 20 mars 1930, révèle l'ampleur du butin récupéré. Récupération effectuée sans problème. Le contenu dépasse nos espérances. 42 lingots, plus les bijoux et les liquidités. De quoi financer nos projets d'expansion pendant des années. Ces richesses expliquent l'enrichissement soudain d'Édouard Deschamps pendant la crise. Il avait utilisé l'or volé pour financer ses acquisitions immobilières à des prix dérisoires, profitant de la détresse des propriétaires ruinés par la crise économique.
Chaque transaction lui permettait d'accroître sa fortune et son influence. Le carnet révèle également que cette affaire n'était pas isolée. Deschamps mentionne d'autres opérations similaires entre 1930 et 1934. Il semble avoir développé un véritable système de repérage et d'appropriation des trésors cachés par la bourgeoisie parisienne, terrifiée par la crise. La peur rend les gens imprudents, note-t-il cyniquement. Ils cachent leur fortune n'importe où et finissent par avoir besoin d'ouvriers pour leurs travaux. Il suffit de bien choisir ses équipes et de régler les problèmes quand ils se présentent. Cette phrase glaciale résume toute la philosophie criminelle d'Édouard Deschamps. Pour lui, les ouvriers n'étaient que des outils jetables à éliminer dès qu'ils devenaient gênants. La vie de 5 hommes pesait moins lourd que la perspective de profits substantiels. L'enquête révèle que Germain Voland était décédé en 1943, officiellement tué lors d'un bombardement allié sur une usine de la banlieue parisienne. Mais les circonstances de sa mort restent troubles, et certains indices suggèrent qu'il pourrait avoir été éliminé par Deschamps lui-même, devenu encombrant après avoir accumulé trop de secrets compromettants. Le 28 avril, l'inspecteur Château organise une confrontation symbolique avec les preuves rassemblées. Dans la salle d'enquête du commissariat, il dispose côte à côte la lettre de Modeste Larousse, le carnet d'Édouard Deschamps, les outils retrouvés dans la tombe et les photographies des squelettes. Face à ces éléments, la vérité éclate dans toute sa horreur. 5 hommes honnêtes, coupables seulement d'avoir découvert un secret trop lourd à porter, ont été froidement assassinés pour protéger les intérêts d'une élite sans scrupules. Leur crime ? Avoir cru qu'ils pouvaient négocier avec leurs employeurs sur un pied d'égalité. Marie Dubois met en évidence les mécanismes sociologiques qui ont rendu ce drame possible. La crise de 1929 a exacerbé les tensions de classe. D'un côté, des bourgeois terrifiés de perdre leurs privilèges, de l'autre, des ouvriers prêts à tout pour survivre. Dans ce contexte, la vie humaine perdait de sa valeur. L'analyse des ossements par le médecin légiste confirme les circonstances violentes de la mort. Tous les squelettes présentent des traces de traumatisme crânien compatibles avec des coups portés par des objets contondants. L'exécution a été brutale et efficace, probablement réalisée par un homme habitué à la violence. La découverte de cette vérité, 65 ans après les faits, bouleverse les descendants des victimes. Pour eux, c'est à la fois un soulagement de connaître enfin la vérité et une immense tristesse de découvrir la réalité sordide de cette tragédie familiale. Le 15 mai 1994, l'inspecteur Bernard Château clôt officiellement l'enquête sur la disparition des 5 ouvriers de Belleville. 65 ans après les faits, la justice française peut enfin établir la vérité sur l'un des crimes les plus cyniques de l'entre-deux-guerres parisien. Le rapport final reconstitue minutieusement l'enchaînement tragique qui a conduit au massacre. Le 23 novembre 1929, Modeste Larousse et ses 4 compagnons avaient découvert dans la cave de l'hôtel particulier avenue Foch un trésor d'une valeur considérable. 42 lingots d'or, des bijoux précieux et d'importantes sommes en liquide, dissimulés par l'ancien propriétaire terrorisé par l'instabilité économique. Cette découverte, loin d'améliorer leur sort, avait signé leur arrêt de mort. Édouard Deschamps, qui connaissait l'existence de ces richesses, ne pouvait tolérer que 5 témoins gênants compromettent ses plans d'appropriation. Avec la complicité de Germain Voland, son homme de main, il avait organisé l'élimination systématique des ouvriers. L'assassinat avait eu lieu dans la soirée du 23 novembre, probablement dans la cave du garage de Belleville, que Deschamps s'apprêtait à acquérir. Les 5 hommes, attirés sous prétexte de négociation, avaient été froidement exécutés, puis enterrés sur place. Le bétonnage ultérieur du sol avait scellé leur tombe pour les décennies suivantes. Cette reconstitution permet enfin aux familles de faire leur deuil dans la dignité. Suzanne Larousse, petite fille de Modeste, exprime son soulagement. Pendant toutes ces années, nous avons vécu avec l'incertitude. Savoir enfin ce qui s'est passé, même si c'est atroce, nous permet de tourner la page.
Les obsèques officielles des 5 victimes ont lieu le 22 mai 1994 au cimetière du Père-Lachaise. Une foule nombreuse accompagne les cercueils, mélange de descendants, d'anciens du bâtiment et de Parisiens émus par cette histoire tragique. Le maire de Paris prononce un discours rendant hommage à ces martyrs de l'exploitation ouvrière. Sur la pierre tombale commune, une inscription rappelle leur mémoire. Modeste Larousse, Henri Fontaine, Claude Mercier, André Leblanc, Marcel Gagnon. Ouvriers du bâtiment assassinés le 23 novembre 1929 pour avoir découvert la vérité. Leur sacrifice éclaire l'injustice de leur époque. L'affaire suscite un large écho dans la presse française et internationale. Elle illustre de manière saisissante les excès de la lutte des classes pendant la Grande Dépression et révèle les méthodes criminelles utilisées par certains membres de l'élite pour préserver leurs privilèges. Des historiens entreprennent des recherches approfondies sur les autres opérations mentionnées dans le carnet d'Édouard Deschamps. Plusieurs disparitions inexpliquées d'ouvriers pendant les années 30 font l'objet de nouvelles investigations. Bien que la plupart des protagonistes soient décédés, ces enquêtes permettent d'éclairer une page sombre de l'histoire sociale parisienne. La découverte révèle également l'existence d'un véritable réseau de dissimulation de richesses pendant la crise économique. De nombreuses familles bourgeoises avaient développé des stratégies sophistiquées pour soustraire leurs avoirs aux impôts et aux éventuelles révolutions sociales. Ce système, basé sur la peur et le secret, avait créé les conditions favorables au crime d'Édouard Deschamps. Antoine Deschamps, petit-fils de l'assassin, prend une décision qui honore sa famille. Il fait don d'une somme importante aux descendants des victimes et finance la création d'une bourse d'études destinée aux enfants d'ouvriers du bâtiment. « Je ne peux pas effacer les crimes de mon grand-père », déclare-t-il, « mais je peux au moins contribuer à réparer une partie du mal qu'il a causé. » Cette démarche symbolique illustre la capacité de rédemption et la force du pardon. Elle montre que les crimes du passé, même les plus atroces, peuvent servir de leçon pour construire un avenir plus juste. L'ancien garage de Belleville est finalement transformé en centre culturel dédié à la mémoire ouvrière. Une plaque commémorative rappelle l'histoire des 5 victimes et l'importance de la vigilance face aux injustices sociales. Le lieu devient un symbole de la résistance populaire contre l'exploitation. L'hôtel particulier avenue Foch fait également l'objet d'une plaque explicative. Les propriétaires actuels, informés de l'histoire tragique des lieux, acceptent que soit rappelée la mémoire des hommes morts pour avoir découvert un secret trop lourd à porter. L'enquête met en évidence l'évolution des méthodes policières entre 1929 et 1994. Là où les enquêteurs de l'époque avaient dû se contenter de témoignages et d'hypothèses, leurs successeurs disposent d'outils scientifiques permettant d'établir la vérité avec précision. Cette progression technique a permis de rendre justice aux victimes après 65 années d'oubli. Marie Dubois souligne l'importance de cette affaire pour la compréhension de l'histoire sociale française. Ce crime révèle les tensions extrêmes qui ont traversé la société française pendant la Grande Dépression. Il montre jusqu'où certains étaient prêts à aller pour préserver leurs privilèges. La révélation de cette vérité apporte une forme de paix aux descendants des victimes. Mais elle soulève également des questions troublantes sur le nombre de crimes similaires qui peuvent avoir été commis et jamais élucidés. Combien d'ouvriers, de domestiques, de témoins gênants ont-ils disparu dans des circonstances suspectes pendant cette période troublée? Cette interrogation dépasse le cadre de l'enquête criminelle pour toucher au fondement même de la justice sociale. Elle rappelle que la vigilance civique reste nécessaire pour empêcher que de telles tragédies se reproduisent sous d'autres formes. L'histoire des 5 ouvriers de Belleville devient ainsi bien plus qu'un fait divers criminel. Elle constitue un témoignage poignant sur les conséquences humaines des crises économiques et un avertissement sur les dérives possibles quand l'intérêt personnel prime sur le respect de la vie humaine. 65 ans après leur mort tragique, Modeste Larousse, Henri Fontaine, Claude Mercier, André Leblanc et Marcel Gagnon
reposent enfin en paix. Leur sacrifice n'aura pas été vain s'ils contribuent à sensibiliser les générations futures au danger de l'indifférence face à l'injustice sociale. La dernière phrase de la lettre de Modeste Larousse résonne comme un testament pour l'avenir. Nous mourrons parce que nous étions trop pauvres pour que nos vices comptent. Puissent nos enfants vivre dans un monde où la valeur d'un homme ne se mesure pas à sa fortune. Ces mots, écrits dans l'angoisse des derniers instants, portant en eux l'espoir d'une société plus juste où de telles tragédies ne pourront plus se reproduire. Cette affaire nous montre comment la cupidité et le mépris de classe peuvent conduire aux pires extrémités. Pendant la Grande Dépression, 5 ouvriers honnêtes ont payé de leur vie le simple fait d'avoir découvert un secret trop précieux pour leurs employeurs. Leur histoire, enfouie pendant 65 ans, nous rappelle que la justice peut parfois mettre du temps à triompher, mais qu'elle finit toujours par révéler la vérité. Avez-vous remarqué les indices qui révélaient la culpabilité d'Édouard Deschamps tout au long de cette enquête? Son comportement suspect après la disparition, ses visites aux familles, son enrichissement soudain pendant la crise. Partagez vos observations dans les commentaires. Cette histoire tragique nous enseigne l'importance de rester vigilant face aux injustices et de ne jamais accepter que des vies humaines soient sacrifiées sur l'autel du profit. Si cette reconstitution historique vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour découvrir d'autres affaires qui ont marqué l'histoire. Laissez un like si cette enquête vous a marqué et partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent aux mystères de l'histoire française. Ensemble, préservons la mémoire de ceux qui n'ont pas eu la chance de raconter leur propre histoire.